À la une de l'actualité, un avion de Frontex déployé au-dessus de la Manche à partir du 1er décembre. C'est ce qu'ont décidé les ministres européens réunis ce dimanche à Calais pour lutter contre le trafic migratoire. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a également demandé au Royaume-Uni de mieux contrôler son marché du travail. À Londres, on retrouvera notre correspondante Bénédicte Pavio dès le début de ce journal. Le nouveau variant de coronavirus Omicron qui poursuit sa progression sur la planète. L'Europe parle de course contre la montre. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, lance un appel pour que les frontières restent ouvertes alors que le monde s'est déjà isolé de l'Afrique australe. Et puis enfin, la reprise demain lundi à Vienne des pourparlers sur le dossier nucléaire iranien. Les négociations étaient interrompues depuis 5 mois. Alors pourquoi les Iraniens reviennent-ils maintenant dans la capitale autrichienne? Nous verrons ça avec Siavos Ghazi depuis Téhéran. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, l'agence européenne Frontex va donc déployer dès mercredi un avion au-dessus de la Manche afin de lutter contre le trafic migratoire. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre français de l'Intérieur à l'issue d'une réunion de ministres européens à Calais, réunion d'urgence organisée finalement sans les Britanniques après la mort de 27 migrants mercredi. Gérald Darmanin a également indiqué vouloir travailler avec Londres et inviter la Grande-Bretagne à limiter son attractivité en contrôlant mieux l'accès à son marché du travail. On l'écoute. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France, et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre, notamment par le marché du travail qui fait que sans pièce d'identité, par exemple, vous pouvez travailler en Angleterre, mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Vous savez, la France, depuis le 1er janvier, c'est à peu près 150 000 demandes d'asile. En Angleterre, c'est 30 000. Et la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe politique, mais elle n'est pas sortie du monde. Et elle doit pouvoir permettre l'accès, évidemment, à des migrants qui veulent demander l'asile. Elle pourra évidemment le refuser si elle le souhaite. Et nous devons travailler sérieusement sur ces questions. À Londres, on retrouve tout de suite Bénédicte Pavio, notre correspondante. Bénédicte, bonsoir. Gérald Darmanin, on vient de l'entendre, estime que la Grande-Bretagne est trop attractive pour les migrants. En quoi le marché du travail britannique est si attractif aujourd'hui ? Eh bien, le marché du travail est attractif et le Royaume-Uni est une très forte attraction pour ces migrants parce que c'est perçu comme un Eldorado où une fois que vous arrivez au Royaume-Uni, vous n'êtes pas contrôlé comme vous l'êtes très fréquemment en France et on ne vous demande pas une pièce d'identité sans arrêt, un passeport. Ce n'est pas la loi ici qu'il faille porter à tout moment une pièce d'identité sur soi. Donc il est beaucoup plus facile aussi de marcher, par exemple, de travailler dans le marché noir. Aussi, il faut dire que les routes légales pour arriver à obtenir l'asile sont beaucoup plus difficiles. Il y a aussi un projet de loi qui va passer sous peu au Parlement britannique qui va durcir beaucoup de ces mesures. Il y aura une sous-classe notamment pour tout migrant illégal qui justement arrive sur les côtes britanniques ainsi, qui verra sa demande presque automatiquement refusée s'ils arrivent comme cela. En tout cas, ce sera une deuxième, troisième sous-catégorie. Donc on le comprend aisément. Le fait qu'il y ait des milliers et 27 000 migrants qui aient réussi à arriver au Royaume-Uni ainsi, alors que nous avons un Brexit qui parle de renforcer le contrôle aux frontières et justement de reprendre le contrôle des frontières, c'est une des grandes devises de ce Brexit. On voit que le Premier ministre Boris Johnson, un des architectes de ce même Brexit, un des grands gagnants du référendum en 2016, est désormais Premier ministre, leader du Parti conservateur, qui en a fait sa devise. Il y a des problèmes au sein de son parti qui affirment que justement ces contrôles ne sont pas assez durs et qu'il y a trop de migrants qui arrivent ici. La Grande-Bretagne a été désinvitée de la réunion qui s'est déroulée tout à l'heure à Calais. Comment elle a réagi à ces annonces du ministre de l'Intérieur français ? Alors, pas concrètement pour l'instant une déclaration de la part de la ministre Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, qui a été désinvitée, vous l'avez dit, suite au tweet et notamment à la lettre
tweeté par le Premier ministre Boris Johnson, et ce seulement 24 heures après avoir parlé en entretien privé, bien évidemment, entre les dirigeants français et britanniques. Donc une accusation par Paris, et notamment par le président Macron, que ce n'est pas sérieux de communiquer ainsi. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte, nous sommes des dirigeants, a rappelé Emmanuel Macron. Tout cela dans un contexte difficile entre Paris et Londres, avec notamment la question et les disputes et les différends sur les pêcheurs français pour pouvoir obtenir des permis dans les eaux territoriales britanniques, la question d'une possible invocation de l'article 16, tout cela dans le contexte du Brexit. On le comprend aisément, la confiance ne règne pas, mais il faut travailler sérieusement, et on a entendu justement le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui parle qu'il faut travailler conjointement avec nos amis britanniques. Et du côté britannique, on dit la même chose. Alors concrètement, on va voir. Priti Patel affirme cet après-midi qu'il va y avoir des réunions urgentes, des entretiens urgents entre elles cette semaine. Merci beaucoup Bénédicte Paviot depuis Londres. Dans l'actualité également, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu qui est arrivé en Guadeloupe ce dimanche soir pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure maintenant depuis plus d'une semaine et entamer des discussions notamment sur l'autonomie de cette île des Antilles. Sébastien Lecornu s'est dit prêt cette semaine à parler de ce sujet. Il se rendra ensuite en Martinique où là aussi la colère gronde depuis plusieurs jours, une crise sociale sur fond de crise sanitaire. Le reportage de nos confrères de France 3. Sur le front de mer de Fort-de-France, on est bien loin des barrages et de la situation explosive qui sévit sur l'île depuis près d'une semaine. Et pourtant, la crise est bien dans les esprits de tous, avec d'abord l'obligation vaccinale, bien sûr, pour les soignants et les pompiers, qui a bien du mal à passer. D'obliger aux gens de prendre un vaccin, ça veut dire qu'on est encore en esclavage ou bien on est encore sous une... Il faut être obligé pour prendre un vaccin. Non, on ne peut pas faire ça. Les gens ne veulent pas, c'est ça qui arrive. On n'accepte pas d'être imposé. Et puis il y a beaucoup de problèmes qui s'est greffé autour de ça. L'obligation vaccinale a servi de catalyseur à une crise désormais multiple. Le chômage, le mal-être de la jeunesse, le rapport complexe à la métropole. La visite du ministre peut-elle au moins faire baisser la tension? Au marché ce matin, certains n'ont pas beaucoup d'illusions. Vous espérez que ça va faire calmer la situation ou pas? Non. Non, pourquoi? Non, parce que voilà, c'est le gouvernement, c'est lui qui nous a mis dans cette situation, donc je ne pense pas. D'autres, en revanche, sont plus optimistes. Il va essayer d'arranger les choses. Et vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible qu'il peut entrer, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose qu'il fait. Il faut qu'il leur montre qu'on est quand même important pour eux. Et c'est ça que les Antillais disent. C'est que personne ne vient, tout le monde dit c'est pas nous, c'est pas ça. Donc il faut leur montrer qu'on fait partie de la France. Les syndicats qui ont lancé le mouvement et qui sont toujours mobilisés veulent eux des décisions concrètes, notamment sur la question de l'obligation vaccinale. Pas des déclarations d'intention, surtout pas venir simplement se présenter pour faire croire qu'on va apporter le calme. Le calme ne reviendra qu'avec des dispositions concrètes. Des discussions hier entre l'État et les syndicats ont permis de fixer un cadre pour les négociations à venir. Les Martiniquais maintenant attendent du ministre qu'il les prenne réellement en considération pour installer enfin un climat d'apaisement. Je vous le disais en titre, le nouveau variant du coronavirus Omicron s'étend extrêmement vite. Détecté jeudi en Afrique du Sud, il est déjà présent dans de nombreux pays, notamment en Europe. On fait le point sur la situation avec nos confrères de France 2. C'est la nouvelle menace qui plane depuis 72 heures, celle du variant Omicron. Et les cas se multiplient. Derrière ces murs d'hôtel à Amsterdam, au moins 13 porteurs de ce variant. Parmi les 61 passagers testés positifs, mis en quarantaine à leur retour d'Afrique australe. Où est-il signalé en Europe? En Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, République tchèque, Pays-Bas, Danemark. Et selon le ministre de la Santé interviewé ce matin, il est probable que la souche de l'Omicron circule déjà en France. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heure, très probablement, il faut se dire les choses. Alors que sait-on aujourd'hui de ce variant? Sa propagation en Afrique du Sud, là où il a été identifié en premier, semble très rapide. Et c'est bien ce qui a inquiété les scientifiques.
Ils cherchent à savoir si le variant Omicron serait capable de remplacer le variant Delta et si oui, à quelle échéance. Et ils étudient son comportement en laboratoire pour évaluer son degré de contagiosité. Il est trop tôt pour dire s'il est plus contaminant ou plus virulent, mais si on regarde déjà toutes les mutations qu'il comporte, effectivement, ils sont placés à un niveau qui peut impacter la transmissibilité et également l'évasion, l'échappement à la réponse immunitaire. Mais comment s'adapter à ce variant super mutant? En modifiant le vaccin. Et c'est sur quoi les laboratoires Moderna et Pfizer travaillent. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des règles des gestes barrières. Il faudra sans doute encore une dizaine de jours aux chercheurs pour parvenir à mieux connaître la carte d'identité du variant Omicron. Et en attendant, plusieurs pays ont déjà décidé de fermer totalement leurs frontières. C'est le cas du Maroc et d'Israël. À Jérusalem, on retrouve Gwendoline de Bono, notre correspondante. C'est une décision d'autant plus dure qu'elle tombe alors que le pays venait juste de rouvrir aux touristes après 1 an et demi de fermeture. C'était au début du mois de novembre. C'est également une mesure qui tombe alors que débute la fête juive de Hanouka. Et c'est vrai que beaucoup de personnes de la diaspora avaient prévu de venir passer cette fête auprès de leurs proches en Israël. Ce sera possible pour ceux qui disposent d'un passeport israélien. Pour les autres, ce ne sera pas possible. Naftali Bennett, le Premier ministre, a été très clair. Il ne faut prendre aucun risque. Le chef du gouvernement estime qu'Israël est au seuil d'une situation d'urgence après la détection d'un cas confirmé et ce soir on l'apprend d'un deuxième cas de voyageurs infectés par ce nouveau variant Omicron. Toutefois, les autorités sanitaires israéliennes précisent que ces personnes ne présentent que de légers symptômes de la maladie. En Israël, les experts estiment qu'il faudra au moins 2 semaines avant d'avoir des données plus solides sur ce nouveau variant Omicron. 2 semaines, c'est la durée d'interdiction d'entrée aux étrangers pour l'instant. Par ailleurs, en Israël, c'est le retour des mesures de quarantaine. Les Israéliens qui reviennent, par exemple, de pays rouges, devront s'isoler dans des hôtels désignés par l'État. Et c'est vrai que depuis 2 jours, la liste de ces pays rouges s'est considérablement allongée. Tout le continent africain est placé sur cette liste. Cela veut dire que techniquement aujourd'hui, aucun Israélien n'a le droit de s'y rendre. Tout le continent africain, donc à l'exception du Maroc. Autre mesure radicale et assez controversée qui avait été appliquée en début de pandémie, le Shin Bet, le renseignement intérieur israélien, est de nouveau autorisé à tracer les mouvements des porteurs de ce nouveau variant Omicron ainsi que de leur cas contact via le traçage de leur communication. Et puis à noter que ce dimanche soir, l'Afrique du Sud demande la levée immédiate et urgente des restrictions de voyage. Quant au Royaume-Uni, il convoque demain lundi une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7. On en vient à la reprise demain des pourparlers sur le dossier nucléaire à Vienne. Après 5 mois de silence, l'Iran revient à la table des négociations avec les grandes puissances. Alors à quoi peut-on s'attendre à Téhéran? Les précisions de Siavosh Ghazi, notre correspondant. Le nouveau gouvernement iranien a traîné les pieds pour revenir à la table des négociations avec une position plutôt dure, puisque le principal négociateur iranien, Bagheri Kani, a affirmé aujourd'hui même que l'objectif de ces négociations était la levée de toutes les sanctions américaines imposées depuis 2018 contre l'Iran, et ce, de façon vérifiable, et que l'Iran ne faisait pas confiance aux Occidentaux qui essayent d'obtenir des gages de la part de l'Iran. Donc c'est une position plutôt ferme de la part de Téhéran avec la reprise de ces négociations. L'Iran a également rejeté toute négociation directe avec les États-Unis. Donc ce sont des négociations indirectes via les délégations des pays européens, de la Russie et de la Chine qui vont s'engager demain. Et donc, on peut s'attendre à ce que ces négociations traînent également en longueur avant qu'on arrive éventuellement à un résultat.
Et enfin, cette disparition, celle de Virgile Abloh, le directeur artistique de Vuitton, s'est éteint à l'âge de 41 ans. Il a succombé à un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années. C'est ce qu'a indiqué le groupe LVMH, la maison mère de Louis Vuitton. Premier grand créateur noir engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines, le styliste avait décroché il y a 3 ans l'un des postes les plus enviés de la mode. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.